Elle a fait semblant que je n'existais pas à la fête de son patron, ce que son SMS 7 minutes plus tard a tout détruit pour toujours. J'étais invisible à la fête du patron de ma femme pendant qu'elle riait à ses blagues et faisait semblant que je n'existais pas. 7 minutes après que je sois parti, son SMS a tout détruit. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la femme de son patron m'avait donné une carte de visite ce soir-là. Que la partie commence. Je m'appelle Jonathan Pierce. J'ai 44 ans et j'ai passé les 15 dernières années à bâtir une carrière dans le conseil en logistique. Je suis celui qui répare les chaînes d'approvisionnement défaillantes, qui trouve de l'efficacité là où d'autres voient le chaos. Ironique, vraiment, étant donné que je n'ai pas pu voir le dysfonctionnement dans ma propre vie avant qu'il ne soit trop tard. La nuit où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre événement d'entreprise. Gabriella, ma femme depuis 3 ans, parlait avec enthousiasme de cette fête sur le toit depuis des semaines. Son patron, Richard Thornton, le directeur de la communication chez Meridian Pharmaceuticals, l'organisait dans un lieu chic du centre-ville de Chicago. Des baies vitrées du sol au plafond, les lumières de la ville, tout le tralala. Tu vas adorer, John, m'avait dit Gabriella ce matin-là, en vérifiant son reflet dans le miroir de notre chambre. Elle était magnifique dans une robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le paiement mensuel de ma voiture. Ce sont des gens importants, du vrai réseautage. J'aurais dû remarquer l'accent mis sur « vrai réseautage ». J'aurais dû remarquer qu'elle n'a pas dit « nous allons adorer », mais seulement « tu vas ». La montée en ascenseur jusqu'au 32e étage sembla plus longue qu'elle n'aurait dû. Gabriella vérifia son téléphone 3 fois, ses doigts dansant sur l'écran. J'essayais d'engager la conversation à propos d'Owen, mon fils de 10 ans de mon premier mariage. Il est excellent en maths ce semestre, dis-je en souriant. Amanda dit qu'il pourrait sauter une classe l'année prochaine. Gabriella hocha la tête sans lever les yeux. C'est bien. C'est bien. 2 mots qui ne voulaient absolument rien dire. Le toit s'ouvrit devant nous comme une page de magazine. Des guirlandes lumineuses s'entrecroisaient au-dessus de nos têtes, un trio de jazz jouait dans un coin, et des serveurs se déplaçaient dans la foule avec des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre. La ligne d'horizon de Chicago scintillait derrière les barrières de verre, indifférente et magnifique. Gabriella se transforma dès l'instant où nous sommes entrés. Sa posture changea, son sourire s'élargit, et soudain elle se déplaçait dans la foule comme si l'endroit lui appartenait. Je suivais, ma main touchant brièvement le creux de son dos avant qu'elle ne s'éloigne, laissant entre nous un espace qui semblait délibéré. Gabriella, cria un grand homme en costume coûteux près du bar. Richard Thornton. Je le reconnus grâce aux photos d'entreprise que Gabriella me montrait parfois. Elle glissa vers lui, et je suivis un pas derrière. Quand nous l'atteignîmes, le rire de Gabriella retentit, éclatant et théâtral. Richard, la vue est absolument à couper le souffle, dit Gabriella en désignant les fenêtres. Richard sourit, ses yeux s'attardant sur elle une fraction de seconde de trop. Pas aussi à couper le souffle que toi ce soir, Gabriella. Je restai là, attendant qu'elle me présente. La pause s'étira. Les yeux de Richard se tournèrent brièvement vers moi, une question dans son regard. Voici Jonathan, dit finalement Gabriella, sa voix plate, neutre. Pas, mon mari, Jonathan. Pas, mon compagnon. Juste, Jonathan. Comme si j'étais un accessoire qu'elle avait emmené et regrettait maintenant. Richard tendit la main. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes avec le traiteur? La question flotta dans l'air comme une gifle. Je sentis mon visage rougir, mais avant que je puisse répondre, Gabriella rit. Pas une correction, pas une clarification, juste un rire léger et aérien qui disait que l'erreur n'avait pas assez d'importance pour être corrigée. Jonathan travaille dans la logistique, dit-elle, se tournant déjà vers Richard. Travaille dans la logistique. Comme si je livrais des colis pour gagner ma vie. J'avais passé 2 décennies à développer mon expertise, à conseiller des entreprises du Fortune 500, mais à ce moment-là, je devins invisible, et elle me laissa disparaître. L'heure qui suivit fut une leçon magistrale d'invisibilité. Je regardais Gabriella naviguer dans la pièce, sa main frôlant de temps en temps le bras de Richard, son rire éclatant à des blagues que je ne pouvais pas entendre. Chaque fois que j'essayais de me joindre à une conversation, elle guidait d'une manière ou d'une autre le groupe ailleurs, me laissant seul avec un verre de champagne moite que je ne voulais pas. Vers 22h30, mon téléphone vibra. Le nom d'Owen apparut à l'écran. Papa.
Sa voix était petite, inquiète. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser au contrôle de maths de lundi. Je m'éloignais de la foule, trouvant un coin plus calme près des ascenseurs. Salut, mon grand. Tu as révisé toute la semaine. Tu vas t'en sortir brillamment. Mais si j'oublie tout, dit Owen. Je souris malgré tout. Tu te souviens de ce qu'on a répété? Prends une grande inspiration. Lis la question 2 fois, puis écris ce que tu sais. Nous avons parlé pendant 10 minutes. Il me parla d'un livre qu'il lisait, du nouveau chiot de son ami, de tout et de rien. Quand nous avons raccroché, je me sentis plus léger pour la première fois de la soirée. Puis, je me retournai et vis Gabriella qui m'observait de l'autre côté de la pièce. Son expression n'était ni chaleureuse ni compréhensive. Elle était agacée. Elle dit quelque chose à Richard, qui jeta un regard dans ma direction avec un dédain à peine dissimulé. C'est là que j'ai compris. Elle était embarrassée. Pas inquiète que notre fils soit anxieux, pas touchée qu'il ait appelé son père pour être réconforté, non embarrassée que j'ai pris un appel téléphonique à sa fête, importante. Je retournai vers le groupe, mais Gabriella s'était déjà déplacée vers un autre groupe de cadres. Je restais en marge, essayant de trouver une ouverture, mais les conversations s'écoulaient autour de moi comme si j'étais un rocher dans un ruisseau. Une femme en robe noire s'approcha du bar à côté de moi. Elle était plus âgée, peut-être 55 ans, avec des yeux perçants et une expression qui suggérait que rien ne lui échappait. « On dirait que vous vous amusez à peu près autant que moi », dit-elle en commandant un martini. Je réussis à esquisser un faible sourire. « C'est si évident ?» Elle jeta un coup d'œil de l'autre côté de la pièce où Richard riait avec Gabriella et 2 autres cadres. « Je suis Catherine Thornton, dit-elle. La femme de Richard. » Mon estomac se noie. « Jonathan Pierce, dis-je. Le mari de Gabriella. » Le sourire de Catherine était entendu, triste. J'ai reconnu ce regard. Je l'ai porté pendant 15 ans avant d'engager finalement un détective privé. Elle sortit une carte de visite de son sac et la fit glisser sur le bar. Daniel Reeves. Il est discret, minutieux, et il ne juge pas. Je fixai la carte sans la prendre. Je ne pense pas. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, dit Catherine doucement. Mais parfois, ça aide de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Elle prit son martini et s'éloigna. Je regardai de l'autre côté de la pièce une dernière fois. La main de Gabriella reposait sur l'avant-bras de Richard. Elle se pencha, disant quelque chose qui le fit rire à gorge déployée. Sa main se posa sur le bas de son dos, possessive et familière. Ma femme ne jeta même pas un regard dans ma direction. J'empochai la carte de Catherine, posai mon champagne intact sur un plateau qui passait et me dirigeai vers l'ascenseur. Pas d'adieu, pas d'explication. Je suis juste parti. La rue dehors était plus fraîche, plus honnête. L'air nocturne me vida la tête alors que je marchais 3 pâtés de maison jusqu'au parking. Je ne me retournai pas vers la tour illuminée. Pas besoin. Mon téléphone était dans ma main quand j'atteignis ma voiture. 22h47. À 22h54, il vibra. Le nom de Gabriella illumina l'écran. Où es-tu allé? 4 mots. Pas, est-ce que ça va? Pas, tout va bien? Juste une accusation déguisée en question. Je le lus 2 fois, puis posai le téléphone face contre le porte-gobelet. Je démarrai le moteur et rentrai chez moi en silence. Et quelque chose en moi qui s'était plié pendant 3 ans se redressa enfin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, je me suis assis au bureau de mon domicile avec un bloc-notes et j'ai commencé à faire des listes. Pas des listes de colère, pas des listes émotionnelles, juste des faits, des chiffres, des actions. À 3 heures du matin, j'avais une image claire de notre vie commune et, plus important encore, de la manière de m'en démêler. Le bail de l'appartement était à mon seul nom. Gabriella avait emménagé après notre mariage, mais je ne l'avais jamais ajouté au papier. Elle avait été trop occupée par son travail pour se soucier des détails administratifs. Cet oubli allait avoir son importance. Nos comptes bancaires étaient séparés, à l'exception d'un compte courant joint que nous utilisions pour les dépenses du ménage. J'y avais déposé ma part chaque mois, ponctuellement. Le solde affichait $4200. J'ai viré $2100 sur mon compte personnel.
Exactement la moitié. Juste et propre. La voiture qu'elle conduisait, une BMW en leasing sur laquelle elle avait insisté, était à son nom. Son problème maintenant. À 6 heures du matin, j'ai commencé à faire mes cartons. Pas frénétiquement, pas de façon dramatique et méthodiquement. Mes vêtements, mes livres, mon ordinateur portable, la photo encadrée d'Owen de son dernier anniversaire, la machine à café que j'avais apportée de mon ancien appartement, la boîte à outils dans le garage, tout ce qui était à moi, rien qui ne l'était pas. À 9 heures, ma voiture était chargée. J'avais loué un box de stockage il y a 2 semaines, juste après la fête, après avoir passé une nuit blanche à penser à Catherine Thornton et à son sourire triste et entendu. Une partie de moi se préparait à cela depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. J'ai laissé les affaires de Gabriella exactement où elles étaient. Ses produits de soins de la peau coûteux dans la salle de bain, ses sacs de créateur dans le placard, son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. J'ai même laissé les clés de l'appartement sur la table de la salle à manger, avec une seule feuille de papier. La note était brève. Le bail est à mon nom. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement conformément aux exigences de préavis standard. Les services publics seront transférés hors de mon nom avec effet immédiat. Le compte joint a été divisé à parts égales. Prends soin de toi. Pas d'accusation, pas de drame, juste des informations. J'ai appelé les compagnies de services publics depuis ma voiture, électricité, gaz, eau, internet. Tous transférés uniquement à mon nom avec une date de résiliation dans 30 jours. Je ne la coupais pas immédiatement, je n'essayais pas de lui rendre la vie impossible. Je me retirais simplement de son infrastructure. Le bureau de la location ouvrait à 10 heures. Je suis entré et j'ai parlé à la gestionnaire immobilière, une femme efficace nommée Madame Alvarez qui avait toujours été professionnelle. Je dois donner un préavis officiel que mon locataire quittera les lieux dans 30 jours, dis-je. Madame Alvarez sortit le dossier. Juste pour confirmer, Gabriella Pierce n'est pas mentionnée sur le bail, correct? Correct, dis-je. C'est mon appartement. Je suis le seul titulaire du bail. Elle hocha la tête, prit une note. Nous aurons besoin de ça par écrit. Je lui tendis la lettre que j'avais imprimée ce matin-là. Elle la lut, la tamponna, la classa. Vous recevrez une confirmation par email dans les 24 heures. À midi, j'étais au centre de stockage en train de décharger des cartons. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la matinée. Le nom de Gabriella apparaissait à plusieurs reprises. Je n'ai pas répondu, n'ai pas refusé, j'ai juste laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. À 13 heures, je me suis rendu chez Amanda. Mon ex-femme a ouvert la porte avec une expression inquiète. « Jonathan, tu as l'air épuisé, » dit Amanda, s'écartant pour me laisser entrer. « On peut parler ?» demandai-je. Nous nous sommes assis dans son salon pendant qu'Owen était chez un ami. Je lui ai tout raconté. La fête, le mépris, Catherine Thornton, ma décision de rompre avec Gabriella. Amanda écouta sans interruption. Quand j'eus fini, elle tendit la main et me serra la mienne. « Tu fais ce qu'il faut » dit Amanda doucement. « Owen s'est inquiété pour toi ces derniers temps. Il est perspicace, tu sais. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Je n'ai jamais voulu qu'il me voie accepter d'être traité comme ça, dis-je. Et maintenant il ne le verra plus, dit Amanda. Tu lui montres ce qu'est le respect de soi. Ce soir-là, j'ai pris une chambre dans un hôtel extended stay. Propre, calme, temporaire. Je me suis assis sur le lit et j'ai enfin regardé mon téléphone. 14 appels manqués, 8 SMS. Les messages passaient de la confusion à la colère. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est ridicule. Nous devons en parler comme des adultes. Tu te comportes comme un enfant. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que c'était fini. Lundi matin, j'ai appelé le numéro sur la carte de visite que Catherine Thornton m'avait donné. Daniel Reeves répondit à la deuxième sonnerie. Sa voix était professionnelle et neutre. Monsieur Reeves, je m'appelle Jonathan Pierce. Catherine Thornton m'a recommandé vos services. Je me souviens de Catherine, dit Reeves. En quoi puis-je vous aider? Nous nous sommes rencontrés dans un café à Evanston,
loin de mes lieux habituels. Reeves avait la cinquantaine, les cheveux gris, avec le genre de visage qui pouvait se fondre dans n'importe quelle foule. Il commanda un café noir et alla droit au but. « Vous voulez savoir si votre femme a une liaison ?» dit Reeves. Ce n'était pas une question. « Je veux connaître la vérité » dis-je, quelle qu'elle soit. Reeves sortit une tablette. J'aurais besoin de quelques informations de base. Son nom complet, son lieu de travail, son emploi du temps habituel, la description de son véhicule. Je fournis tout, l'adresse professionnelle de Gabriela chez Meridian Pharmaceuticals, ses horaires habituels, la BMW qu'elle conduisait, le nom et le poste de Richard Thornton. Cela prendra environ 2 semaines, dit Reeves. Surveillance standard, documentation, analyse des habitudes. Mon tarif est de 2 cents de l'heure plus les frais. Je vous enverrai des mises à jour quotidiennes, des photos si pertinentes, et un rapport complet à la fin. Je n'hésitais pas. Faites-le. Nous nous sommes serrés la main et il est parti. Je suis resté dans le café pendant une autre heure, fixant mon téléphone. Toujours rien de moi à Gabriela. 12 messages de plus de sa part. Chacun plus exigeant que le précédent. Le dernier, envoyé à minuit la veille, était différent. Je sais que tu es contrarié, mais c'est extrême. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler ? J'ai failli répondre. Failli retomber dans le schéma de me justifier, de lui faire comprendre. Puis, je me suis souvenu de sa main sur le bras de Richard, de son regard embarrassé quand Owen a appelé, de la façon dont elle m'avait présenté comme si j'étais personne. J'ai effacé le message et commandé un autre café. Cet après-midi-là, mon téléphone sonna. Pas Gabriela cette fois. Amanda. Jonathan, Gabriela est venue à mon bureau, dit Amanda, sa voix tendue. Mon estomac se noie. Quoi ? Elle voulait savoir où tu étais. Elle était bouleversée, presque frénétique. Je lui ai dit que je ne pouvais pas discuter de tes allées et venues et qu'elle devait partir. Je suis désolé qu'elle t'ait dérangé, dis-je. Ne t'excuse pas. Mais Jonathan, elle a mentionné quelque chose à propos de l'appartement, a dit que tu l'avais mise à la porte. Je ne l'ai pas mise à la porte, dis-je prudemment. Je lui ai donné un préavis officiel. 30 jours, exactement comme l'exige la loi. Elle y a plein accès jusqu'à cette date. Amanda resta silencieuse un instant. Elle présente la situation comme si tu l'abandonnais. Sois en juste conscient. Ce soir-là, j'ai reçu un email du compte professionnel de Gabriela. L'objet était « Nous devons parler immédiatement ». Je l'ai ouvert. Jonathan, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu as disparu de la fête sans dire au revoir. Tu ne réponds pas à mes appels. Et maintenant j'apprends que tu me chasses de notre maison. Ce n'est pas ton genre. Quoi que j'ai fait pour te contrarier, je suis désolé. Mais tu ne peux pas simplement m'exclure comme ça. Nous sommes mariés. Nous devons communiquer. Je l'ai lu 3 fois. Les mots étaient prudents, calculés. Pas, je suis désolé de t'avoir ignoré. Pas, je suis désolé d'avoir eu honte de toi. Juste une vague excuse qui n'admettait rien. J'ai tapé une réponse et je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre et l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai écrit. Gabriela, je t'ai donné un préavis légal concernant l'appartement. Tous les services publics restent actifs pour les 30 prochains jours. Le compte joint a été divisé à parts égales. Mon avocat prendra contact concernant les prochaines étapes. Je te prie de faire passer toute communication future par les voies légales. Professionnelle, propre, finale. J'ai cliqué sur envoyer et fermé l'ordinateur portable. Mon téléphone sonna immédiatement, le nom de Gabriela clignotant. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis un autre, puis un autre. Vers 22 heures, les appels cessèrent. Un seul SMS arriva. Tu vas le regretter. Je fixai ces 5 mots pendant un long moment. Pas un plaidoyer, pas des excuses ou une menace. J'ai fait une capture d'écran du message, l'ai enregistré dans un dossier intitulé « Documentation » et je suis allé me coucher. L'audit avait commencé. Daniel Reeves était tout sauf un amateur. Son premier rapport arriva 48 heures après notre rencontre, livré via un email crypté avec une pièce jointe protégée par mot de passe.
Je l'ouvris dans ma chambre d'hôtel, le café refroidissant à côté de mon ordinateur portable. La surveillance avait commencé lundi matin. Gabriela quitta notre appartement à 7h30, se rendit chez Meridian Pharmaceuticals, se gara à sa place attitrée. Comportement normal d'une journée de travail. Mais, à 11h45, elle quitta le bâtiment avec Richard Thornton. Ils se rendirent séparément à l'hôtel Grayson en centre-ville. Reeves avait des photos horodatées, Gabriela entrant dans le hall à 12h07, Richard la suivant à 12h09. Tous deux sortant à 14h43. Les cheveux de Gabriela étaient différents, plus en désordre. La cravate de Richard était desserrée. Mardi montrait le même schéma. Mercredi aussi. 3 jours, 3 hôtels, toujours pendant des heures de déjeuner qui s'étiraient jusque tard dans l'après-midi. Le rapport de jeudi incluait quelque chose de nouveau, des relevés financiers que Reeves avait obtenus par des méthodes sur lesquelles je ne posais pas de questions. Gabriela avait une carte de crédit que je n'avais jamais vue, émise il y a 6 mois. Les relevés montraient des frais réguliers, hôtels, restaurants, une bijouterie où elle avait dépensé $3 400 pour une montre d'homme 2 semaines avant la fête. Je n'ai jamais reçu de montre. Le rapport se concluait par l'évaluation professionnelle de Reeves. Le sujet présente un schéma constant de rencontres clandestines avec Richard Thornton pendant les heures de travail. Comportement compatible avec une liaison extra-conjugale en cours. Durée estimée, 6 à 8 mois sur la base des relevés financiers et de la familiarité observée. Je me reculai, fixant l'écran. Une partie de moi avait espéré que j'avais tort, que l'avertissement de Catherine Thornton n'était qu'une projection de sa propre expérience douloureuse. Mais les preuves étaient cliniques, indéniables, et cela faisait moins mal que prévu. Peut-être que j'avais déjà fait mon deuil à cette fête, debout, invisible, pendant que ma femme riait aux blagues d'un autre homme. J'ai tout transféré à mon avocat avec une brève note, veuillez m'informer des prochaines étapes. Sa réponse arriva dans l'heure. Cela change les choses. Nous pouvons demander le divorce pour adultère si vous préférez, bien que le Michigan autorise le divorce sans faute. Quoi qu'il en soit, cela renforce considérablement votre position concernant la division des biens. Je vais rédiger les papiers. Ce soir-là, Owen appela. Juste un appel de routine, pour me raconter sa journée à l'école, me demandant si je serais à sa réunion parents-professeurs la semaine suivante. Je ne manquerai ça pour rien au monde, dis-je. Comment vas-tu, mon grand? Vraiment? Owen resta silencieux un moment. Maman a dit que toi et Gabriela avez des problèmes. Amanda et moi avions convenu d'être honnêtes avec lui de manière appropriée pour son âge. C'est vrai, dis-je prudemment. Parfois, les adultes réalisent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais ça ne change rien entre toi et moi. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais, dit Owen. Papa. Je n'aimais pas vraiment Gabriela de toute façon. Elle était toujours bizarre quand je venais. L'honnêteté dans sa voix brisa quelque chose en moi. Je suis désolé que tu aies ressenti ça. Ce n'est pas grave. Je préfère quand c'est juste nous deux. Après avoir raccroché, je suis resté dans le silence de la chambre d'hôtel et je me suis laissé ressentir. Pas de la colère, pas de la trahison exactement, juste de la tristesse pour le temps perdu, les signaux d'alarme ignorés, le respect de soi que j'avais sacrifié pour l'illusion d'un mariage heureux. Mon téléphone vibra. Gabriela, encore. Les messages avaient continué toute la semaine, oscillant entre colère et manipulation. C'est ridicule. Tu es en train de gâcher notre mariage pour rien. Richard n'est qu'un collègue. Tu es paranoïaque. Bien. Continue de m'ignorer. Mais tu réaliseras que tu as fait une erreur. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Amanda. Jonathan? Elle semblait inquiète. Tout va bien? Peux-tu me rendre un service, demandai-je. La prochaine fois que Gabriela te contacte, peux-tu lui dire que toute communication doit passer par les avocats? Je vais t'envoyer les coordonnées de mon avocat. Bien sûr, dit Amanda. Il s'est passé quelque chose? J'ai des preuves, dis-je simplement. Elle a une liaison avec son patron. Plusieurs hôtels, depuis plusieurs mois. Mon détective a tout documenté. Amanda resta silencieuse un long moment. Je suis désolé, Jonathan. Je sais que ça ne rend pas les choses plus faciles. En fait, dis-je, si. Ça rend tout très clair.
Vendredi matin, Reeves envoya une autre mise à jour. Gabriella et Richard s'étaient rencontrés dans un autre hôtel, le Riverside Inn. Mais cette fois, Reeves avait capturé autre chose, Catherine Thornton, assise au bar de l'hôtel, les regardant partir ensemble. Elle avait vu son mari avec ma femme, et l'expression sur son visage sur la photo était celle d'une sombre justification. J'appelai Reeves immédiatement. « Est-ce que Catherine sait que vous travaillez pour moi ?»« Non, dit Reeves. Et je ne le lui dirai pas à moins que vous ne m'y autorisiez. Mais, monsieur Pierce, je pense qu'elle mène sa propre enquête. Elle a engagé quelqu'un, elle aussi. » Les pièces du puzzle se mettaient en place. Catherine n'était pas seulement une épouse bafouée offrant des conseils à un étranger. Elle constituait son propre dossier, et Gabriella et Richard étaient tombés droit dans leurs deux pièges. « Tenez-moi au courant, dis-je. »« Entendu. Encore une chose. Vous devriez savoir que cet après-midi, Gabriella a été convoquée à une réunion avec les RH. Je ne connais pas les détails, mais elle a quitté le bâtiment à 15 heures et s'est rendue directement dans un cabinet d'avocats sur Michigan Avenue. Alors ça avait commencé. Les murs se refermaient. Ce soir-là, mon téléphone sonna. Pas Gabriella cette fois. Catherine Thornton. « Monsieur Pierce, dit-elle, sa voix calme et professionnelle. J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai eu votre numéro par Daniel Reeves. Je pensais que nous devrions parler. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille à Oak Park, loin de nos cercles habituels. Catherine était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle avec un verre de vin rouge et une expression qui suggérait qu'elle se préparait à cette conversation depuis longtemps. « Merci de me rencontrer, » dit Catherine alors que je me glissais dans la banquette en face d'elle. « J'imagine que c'est aussi gênant pour vous que pour moi. »« Un autre genre de gêne, dis-je. Vous avez déjà vécu ça. » Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « 2 fois, en fait. La première liaison de Richard remonte à 7 ans. Je lui ai pardonné à l'époque, j'ai cru à ses promesses de thérapie et de changement. » Elle prit une gorgée de vin. La seconde, c'était il y a 3 ans. J'ai cessé de le croire mais je suis resté quand même. Pour les enfants, pour le style de vie, pour une douzaine de raisons stupides. Qu'est-ce qui a changé, demandai-je. J'ai eu 55 ans le mois dernier, dit Catherine, et j'ai réalisé que j'avais passé 15 ans à être humilié par un homme qui pense avoir droit à tout ce qu'il veut. J'en ai fini d'être compréhensive. Un serveur apparut, et je commandai un café, ayant besoin de quelque chose à faire de mes mains. Daniel m'a dit que vous l'aviez engagé aussi, dit Catherine une fois le serveur parti. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai demandé. Je voulais m'assurer que nous ne travaillions pas à contre-courant. Nous ne le sommes pas, dis-je. Nous voulons la même chose. La vérité, documentée. Exactement. Catherine sortit un dossier de son sac. Je rassemble des preuves depuis 3 mois. Des relevés financiers, des SMS que j'ai récupérés de l'ancien téléphone de Richard, des témoignages de personnes qui les ont vus ensemble. Elle fit glisser le dossier sur la table. Ceci est une copie. Mon avocat a suggéré que nous pourrions vouloir nous coordonner. J'ouvris le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires montrant des virements du compte personnel de Richard vers la carte de crédit secrète de Gabriella. Des reçus d'hôtel remontant à 8 mois. Des captures d'écran de SMS qui étaient assez explicites pour ne laisser aucun doute. Un message de Richard me fit serrer la mâchoire, hâte de t'éloigner de ce mari ennuyeux. Il n'a aucune idée de ce qu'il manque. La réponse de Gabriella, il est trop concentré sur ses petites feuilles de calcul pour remarquer quoi que ce soit. Crois-moi, il est à des kilomètres de se douter de quoi que ce soit. Je refermai le dossier avec précaution. Comment avez-vous obtenu tout ça? Richard est arrogant, dit Catherine. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il gardait un ancien téléphone dans le tiroir de son bureau à la maison. Il ne l'avait même pas protégé par un mot de passe. Elle se pencha en arrière. Le problème avec les infidèles en série, monsieur Pierce, c'est qu'ils deviennent négligents parce qu'ils ne font jamais face à de réelles conséquences. Appelez-moi Jonathan, dis-je. Catherine, répondit-elle. Et Jonathan, je veux vous proposer quelque chose. Mon avocat demande le divorce la semaine prochaine. Il dépose également une plainte auprès du comité d'éthique de Méridian concernant la relation de Richard avec une subordonnée.
Le règlement de l'entreprise interdit explicitement aux superviseurs d'entretenir des relations amoureuses avec leurs subordonnés directs. J'assimilais l'information. Gabriela est sous la responsabilité de Richard. Indirectement. Il est le directeur de la communication. Elle est manager dans sa division. Assez proche pour que le règlement d'éthique s'applique. Le sourire de Catherine était acéré maintenant. Richard risque le licenciement. Gabriela sera probablement forcée de démissionner pour éviter sa propre enquête. Et tous les deux sont sur le point de perdre leur position confortable. C'est minutieux, dis-je. Je ne cherche pas la vengeance, dit Catherine. Je cherche des conséquences. Il y a une différence. Notre serveur apporta mon café, et j'enroulai mes mains autour de la tasse chaude. De quoi avez-vous besoin de ma part? De la coordination, dit Catherine. Mon avocat dépose la plainte d'éthique lundi. Votre détective a des photos et des documents qui corroborent la chronologie. Si nous soumettons tout ensemble, Méridian ne pourra pas étouffer l'affaire. Ils devront agir. Je pensais aux SMS de Gabriela, à sa façon désinvolte de me qualifier ennuyeux, et n'y voyant que du feu. Je pensais au sourire narquois de Richard à la fête quand il m'avait demandé si j'étais avec le traiteur. J'en suis, dis-je. Catherine sortit son téléphone. Je vais demander à mon avocat de contacter le vôtre. Nous coordonnerons le dépôt. Nous avons passé l'heure suivante à comparer nos notes, à construire une chronologie, à nous assurer que nos dossiers de preuves se complétaient. À la fin, j'avais une image claire de la progression de la liaison. Elle avait commencé lors d'un séminaire d'entreprise il y a 8 mois, était devenue physique en quelques semaines, et s'était maintenue grâce à un mélange d'arrogance et de négligence. Alors que nous nous préparions à partir, Catherine me toucha le bras. « Jonathan, puis-je vous donner un conseil ? » »« Je vous en prie. »« Ne laissez pas cela vous rendre amer, dit-elle. Je l'ai fait après la première liaison de Richard, et ça a empoisonné des années de ma vie. Ce qu'ils ont fait en dit long sur eux et rien sur vous. Souvenez-vous de ça. » Je hochai la tête, sentant le poids de son expérience. « Merci, Catherine. » Une dernière chose, dit-elle, une pointe d'acier dans la voix. Quand tout ça éclatera la semaine prochaine, ils vont essayer de déformer la vérité, de se faire passer pour des victimes, de nous accuser d'être vindicatifs. N'entrez pas dans leur jeu, laissez les preuves parler. Je peux le faire, dis-je. Nous nous sommes séparés sur le parking. En retournant à mon hôtel, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Pas du bonheur, exactement, mais un sentiment d'ordre rétabli. Le chaos du dernier mois se résolvait en ligne claire d'action et de conséquences. Mon téléphone vibra alors que je me garais sur le parking de l'hôtel. Daniel Reeves, mise à jour. Le sujet et Richard Thornton se sont rencontrés à son appartement ce soir. Il est parti à 21h47. Semblait agité. Suggère de se préparer à une escalade. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai transféré à mon avocat avec une note, ils savent que quelque chose se prépare. Laissons-les paniquer. J'en avais fini d'être le mari qui ne se doute de rien. Le lundi matin arriva avec la précision d'une démolition contrôlée. L'avocat de Catherine déposa la plainte d'éthique auprès de Meridian Pharmaceuticals à 9h précise. Mon avocat soumit les pièces justificatives 30 minutes plus tard. À 10h15, Richard Thornton et Gabriela Pierce furent tous deux convoqués à des réunions séparées avec les RH et l'équipe juridique de l'entreprise. Daniel Reeves m'envoya des mises à jour tout au long de la journée. Ces messages, cliniques et précis. 9h47. Le sujet est arrivé au bureau de Meridian. Apparence normale. 10h23. Le sujet a été appelé au RH. A quitté son bureau visiblement secoué. 11h15. Le sujet est sorti de la réunion RH. Observé en train de pleurer dans son véhicule pendant 12 minutes. 12h40. Le sujet s'est rendu à la résidence de Richard Thornton. Est resté à l'intérieur pendant 47 minutes. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel, regardant la chronologie se dérouler comme un train de marchandises que j'avais mis en mouvement des mois auparavant. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, juste la reconnaissance silencieuse que les conséquences avaient finalement rattrapé les actions. Mon avocat m'appela à 14h. Sa voix était professionnelle, mais je pouvais entendre une pointe d'approbation en dessous.
Jonathan, l'équipe juridique de Meridian vient de me contacter. Ils veulent organiser une réunion. Apparemment, Richard et Gabriella ont tous deux été mis en congé administratif immédiat en attendant une enquête complète. Combien de temps prendra l'enquête, demandai-je. Dans des cas aussi clairs, 2 semaines, peut-être 3. Les preuves que vous et Madame Thornton avez fournies sont exhaustives. Ils ne peuvent pas étouffer l'affaire même s'ils le voulaient. Il fit une pause. Il y a autre chose. L'avocate de Gabriella a pris contact. Elle veut négocier un accord. Elle veut éviter un divorce contentieux, dis-je. Exactement. Elle réalise qu'aller au procès signifie que tout cela deviendra public. La liaison, la tromperie financière, tout. Son avocate suggère un règlement par médiation. J'y ai pensé. Pensé à m'asseoir en face de Gabriella, à la regarder essayer de négocier une sortie du pétrin qu'elle avait créé. Dites à son avocate que j'envisagerai la médiation, dis-je. Mais je veux d'abord une divulgation financière complète. Chaque compte, chaque carte de crédit, chaque actif. Plus de secrets. Je communiquerai cela, dit mon avocat. Encore une chose. L'avocat de Catherine Thornton a mentionné que Richard risque également un licenciement. Apparemment, ce n'est pas sa première violation de l'éthique. L'entreprise cherchait une raison de le pousser dehors. Après avoir raccroché, j'ai appelé Owen. Amanda répondit en premier. Jonathan, comment tiens-tu le coup, demanda Amanda, sa voix douce. Ça va. Je peux parler à Owen? Elle le mit sur haut-parleur. Sa voix arriva, claire et insouciante. Salut, papa. Devine quoi? J'ai eu un A à mon contrôle de maths. C'est fantastique, mon grand. Je savais que tu y arriverais. Nous avons parlé de l'école, de son prochain match de foot, de choses normales qui me semblaient comme respirer de l'air pur après avoir été sous l'eau. Quand nous avons raccroché, je me sentis de nouveau ancré, me rappelant ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, Gabriella a finalement essayé d'appeler au lieu d'envoyer un SMS. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Son message durait 7 minutes, oscillant entre la colère et une justification désespérée. Jonathan, c'est de la folie. Tu as ruiné ma carrière pour rien. Richard et moi n'étions que des amis, et maintenant à cause de ta paranoïa, nous risquons tous les deux le licenciement. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je pourrais tout perdre parce que tu n'as pas supporté que j'ai une relation professionnelle avec mon patron. C'est vindicatif et cruel, et j'espère que tu es fier de toi. Pas une seule fois elle n'admit la liaison. Pas une seule fois elle ne reconnut les hôtels, la carte de crédit cachée, les mensonges. Tout était de ma faute, j'étais paranoïaque, j'avais réagi de manière excessive, je n'avais pas compris que sa relation avec Richard était purement professionnelle. J'ai sauvegardé le message vocal et l'ai transféré à mon avocat avec une note, elle nie toujours tout malgré les preuves photographiques. Sa réponse fut immédiate, bien. Laissez-la continuer à mentir. Cela renforce notre dossier. Mardi apporta plus de mises à jour de Reeves. Gabriella avait consulté 3 cabinets d'avocats différents, cherchant probablement quelqu'un qui lui dirait ce qu'elle voulait entendre. Richard avait vidé son bureau chez Meridian sous escorte de sécurité. Catherine avait déposé les papiers officiels du divorce. Mercredi matin, j'ai reçu un email du directeur des RH de Meridian demandant une réunion pour discuter des questions relatives à l'emploi de Madame Gabriella Pierce. Je l'ai transféré à mon avocat, qui m'a conseillé de décliner. Vous n'êtes pas employé par Meridian, dit-il. Vous n'avez aucune obligation de participer à leur enquête interne. Laissez-les régler leurs propres problèmes. Mais jeudi apporta quelque chose d'inattendu, une lettre livrée en main propre à mon hôtel de la part de Richard Thornton lui-même. L'enveloppe était en papier coûteux, du genre qui suggère la vieille fortune et le sentiment de supériorité. À l'intérieur se trouvait une seule page manuscrite. Monsieur Pierce. Je comprends que vous croyez que je vous ai fait du tort. Peut-être que dans un sens technique, c'est le cas. Mais vous devez comprendre que ce que Gabriella et moi partageons va au-delà des limites conventionnelles du mariage. Nous nous sommes connectés à un niveau intellectuel que vous ne pourriez jamais lui fournir. Elle mérite quelqu'un qui la stimule, qui correspond à son ambition. Vous la freinez, et au fond, vous devez le savoir. Je vous propose une solution de gentleman. Retirez votre plainte auprès de Meridian,
convainquez Catherine de faire de même, et je m'assurerai que Gabriella vous traite équitablement dans le divorce. Sinon, j'ai des ressources que vous ne pouvez imaginer. Je rendrai ce processus très difficile pour vous. Je l'ai lu 3 fois, chaque fois sentant ma colère se refroidir pour devenir quelque chose de plus dur et de plus clair. Il me menaçait réellement, tout en justifiant la liaison comme une sorte de romance intellectuelle. L'arrogance était à couper le souffle. J'ai photographié la lettre, recto et verso, puis je l'ai immédiatement envoyée à mon avocat, à l'avocat de Catherine et à Reeves. Mon avocat appela dans les minutes qui suivirent. Jonathan, c'est de l'intimidation de témoins, peut-être même de l'extorsion. Je transmets cela à l'équipe juridique de Méridian immédiatement. Faites-le, dis-je. Catherine appela 1 heure plus tard. Je viens de voir la lettre que Richard vous a envoyée. Cet imbécile prétentieux vient de nous donner tout ce dont nous avions besoin. Il se croit intouchable, dis-je. Il se croyait, répondit Catherine. Temps passé. D'ici demain matin, le conseil d'administration de Méridian aura cette lettre. Son emploi là-bas est terminé. Elle avait raison. Vendredi après-midi, Reeves confirma que Richard Thornton avait été licencié pour faute grave. Pas d'indemnité, pas de référence, juste une escorte de sécurité et une interdiction d'accès aux locaux de l'entreprise. Gabriella eut le choix, démissionner immédiatement avec une référence neutre ou faire face à un licenciement pour faute grave. Elle choisit la démission. Le vendredi soir, ils étaient tous les deux au chômage, confrontés à des procédures de divorce, et regardaient leur vie soigneusement construite s'effondrer. Et je ne ressentis rien d'autre qu'un soulagement de ne plus faire partie de leur histoire. La médiation était prévue pour le mardi suivant dans une salle de conférence du centre-ville. L'avocate de Gabriella avait insisté, soulignant les avantages de garder tout privé et civilisé. Je suis arrivé 15 minutes en avance avec mon avocat, Marcus Brennan. La salle de conférence était toute en verre et mobilier moderne, conçue pour paraître neutre et professionnelle. Gabriella et son avocate, une femme à l'allure vive nommée Patricia Valdez, étaient déjà là. C'était la première fois que je voyais Gabriella depuis la fête. Elle semblait plus petite, diminuée. La confiance qu'elle portait comme une armure avait disparu, remplacée par quelque chose de fragile et de défensif. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, nos avocats nous flanquant comme des témoins lors d'un duel. Patricia commença. Merci à tous d'être venus. Je pense que nous pouvons parvenir à un accord à l'amiable si nous abordons cela de manière raisonnable. Ma cliente est prête à. Commençons par la divulgation financière complète, interrompit Marcus doucement, comme nous l'avons demandé la semaine dernière. Patricia fit glisser un dossier sur la table. Tout est là. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, compte d'investissement. Marcus l'ouvrit, examinant les documents avec une efficacité exercée. Je regardais Gabriella, qui fixait la table comme si elle pouvait y trouver une échappatoire. Il y a une divergence, dit Marcus après quelques minutes. La carte de crédit se terminant par 7743. Elle montre des frais importants, mais je ne vois pas les relevés correspondants. Patricia jeta un coup d'œil à Gabriella, qui bougea mal à l'aise. Cette carte a été fermée il y a 2 semaines, dit Gabriella doucement. C'était la première fois qu'elle parlait, et sa voix était différente. Plus petite. Le relevé final devrait être là. Il n'y est pas, dit Marcus. Et selon notre enquête, cette carte avait un solde de plus de 18 000 $. Des frais remontant à 8 mois. Hôtel, restaurant, bijoux. Dont aucun n'a profité au mariage. Le visage de Gabriella rougit. C'était des dépenses professionnelles. Le Grayson Hotel à 13 h un mardi n'est pas une dépense professionnelle, Gabriella, dis-je tranquillement. Pas plus qu'une montre à 3 000 $ que tu as offerte à Richard Thornton. Elle me regarda enfin, et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la honte. Jonathan, commença-t-elle. Ne dis rien, dis-je, ma voix égale. Je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici pour diviser les biens équitablement et mettre fin à ce mariage. C'est tout. Patricia s'éclaircit la gorge. Ma cliente est prête à renoncer à toute prétention sur l'appartement, les meubles et l'épargne commune en échange de la conservation de son véhicule personnel et de son compte de retraite. Marcus me regarda. J'acquiesçai.
C'était plus que juste. Je ne voulais rien qu'elle ait touché. D'accord, dit Marcus. Mais nous demandons le remboursement des fonds matrimoniaux dépensés pour la liaison. Sur la base des relevés de carte de crédit, cela représente environ 18 000 $. C'est excessif, protesta Patricia. C'est documenté, rétorqua Marcus, faisant glisser des copies des relevés de carte de crédit sur la table. Chaque dépense est détaillée. Hôtel, cadeau pour un amant, repas. Tout a été payé avec de l'argent qui aurait dû aller aux dépenses du ménage. L'avocate de Gabriella examina les documents, son expression se durcissant. Elle se pencha et murmura quelque chose à Gabriella, qui hocha la tête à contre-cœur. Nous accepterons un remboursement de 12 000 $, payé en plusieurs fois sur 12 mois, dit Patricia. Le montant total, payé dans les 90 jours, où nous allons au procès, dit Marcus. Et au procès, tout cela deviendra public, y compris la liaison, les violations de l'éthique et les raisons de son licenciement de Méridian. Gabriella tressaillit visiblement à cette phrase. Je réalisai alors à quel point elle avait compté sur le fait de garder cela secret, de sauver une version de sa réputation. D'accord, dit Gabriella, sa voix se brisant légèrement. 18 000 $. 90 jours. Le reste de la médiation fut mécanique. Division des biens, calendrier pour quitter l'appartement, accord sur l'absence de pension alimentaire de part et d'autre. Il a fallu 2 heures pour dissoudre 3 ans de mariage en poste et signature. Alors que nous nous préparions à partir, Gabriella me parla enfin directement. Jonathan, je sais que tu ne me croiras pas, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je la regardai un long moment, la femme avec qui j'avais pensé passer ma vie, maintenant une étrangère aux traits familiers. Tu as raison, Gabriella, dis-je doucement. Je ne te crois pas. Mais ça n'a plus d'importance. Tu as fait tes choix, et ils ont eu des conséquences. C'est tout ce que c'est. Je suis sorti sans me retourner. 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai signé un bail pour un appartement de 2 chambres à Evanston, près de l'école d'Owen. Ce n'était pas luxueux, mais il y avait une bonne lumière, une cuisine décente, et une deuxième chambre où Owen pouvait garder ses affaires pour nos week-ends ensemble. Amanda m'aida à emménager, avec son mari, Tom. Nous étions tous devenus amis à travers ce processus, la preuve que le divorce ne devait pas forcément signifier la guerre. Cet endroit te va bien, dit Amanda, en rangeant des livres sur une étagère. Ça te ressemble. Elle avait raison. Après des années à vivre dans des espaces qui reflétaient les goûts de Gabriella, j'avais choisi des meubles simples, des couleurs neutres et la fonction plutôt que la forme. Cela semblait honnête. Owen entra en trompe de sa nouvelle chambre. Papa, on peut peindre ma chambre en bleu. Absolument. On ira choisir la couleur ce week-end. Mon entreprise de conseil avait considérablement repris. La nouvelle s'était répandue dans les réseaux professionnels que j'étais disponible pour des projets indépendants, et mon calendrier se remplissait d'évaluations logistiques et de refonte de chaînes d'approvisionnement. J'avais même été invité à prendre la parole à une conférence à Denver le mois prochain. Catherine Thornton et moi étions restés en contact. Elle avait finalisé son propre divorce et voyageait déjà, rattrapant les années passées à attendre que Richard change. Elle m'a envoyé une carte postale de Grèce, la liberté est belle vue d'ici. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Daniel Reeves. Jonathan, je pensais que vous aimeriez savoir. Richard Thornton a déposé le bilan la semaine dernière. Frais d'avocat, règlement du divorce, perte de revenus. Il vend sa maison. Et Gabriella, demandai-je. Elle travaille dans la vente au détail dans un grand magasin à Schaumbourg, elle vit chez ses parents en banlieue. Je n'en ressentis aucune satisfaction, juste une reconnaissance silencieuse que les actions avaient des conséquences. Ce soir-là, Owen et moi avons préparé le dîner ensemble dans ma nouvelle cuisine. Des spaghettis, son plat préféré. Pendant que nous mangions, il dit, « Papa, tu as l'air plus heureux maintenant. » Genre, vraiment heureux. Je le suis, mon grand. Je le suis vraiment. Tant mieux. Tu le mérites. De la bouche des enfants de 10 ans sortait une sagesse que j'étais encore en train d'apprendre. La semaine suivante, j'ai assisté à la réunion parents-professeurs à l'école d'Owen. Amanda était là aussi, et nous nous sommes assis ensemble, écoutant son professeur vanter ses compétences en mathématiques et sa gentillesse envers les autres élèves. Après, en marchant vers nos voitures, Amanda dit,
tu sais, je suis fier de la façon dont tu as géré tout ça. Tu aurais pu être amer, vindicatif, mais tu es resté concentré sur ce qui comptait. J'avais de bons exemples, dis-je en hochant la tête vers elle. Nous nous sommes montrés l'un à l'autre qu'il était possible de faire ça avec dignité. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis assis sur le canapé avec un verre de vin et j'ai pensé aux 6 derniers mois. La douleur de cette fête sur le toit semblait lointaine maintenant, comme quelque chose qui était arrivé à une autre version de moi-même. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, la clarté sur qui j'étais et ce que je n'accepterais pas. J'avais appris qu'être silencieux ne signifiait pas être faible et que s'éloigner de la toxicité était une force en soi. Mon téléphone vibra. Un email des organisateurs de la conférence de Denver confirmant mon discours d'ouverture sur les approches systématiques de l'efficacité opérationnelle. Je souris et commençai à esquisser ma présentation. L'avenir s'ouvrait de manière que je n'aurais pas pu imaginer il y a 6 mois, et j'étais prêt. 8 mois plus tard, je me tenais en coulisses au Chicago Convention Center, ajustant ma cravate avant ma présentation au sommet national de la logistique. 300 professionnels de la chaîne d'approvisionnement attendaient d'entendre parler des méthodologies de rationalisation que j'avais développées. Owen était dans le public avec Amanda et Tom. Il avait demandé à venir, voulait voir ce que son père faisait comme travail. La fierté dans sa voix quand il avait demandé avait tout justifié. La présentation se déroula sans accroc. Je parlais de l'identification des inefficacités, du courage de couper ce qui ne fonctionnait pas, de la construction de systèmes qui servaient leur but plutôt que d'exister simplement. Les métaphores ne m'échappaient pas. Pendant la session de questions-réponses, une femme au premier rang demanda « Quelle est la partie la plus difficile de votre travail ?» J'y ai réfléchi. Convaincre les gens que recommencer n'est pas un échec. Parfois, la chose la plus efficace que vous puissiez faire est de reconnaître qu'un système est défaillant et de construire quelque chose de nouveau. Après, plusieurs entreprises m'ont approché pour des contrats de conseil. J'ai collecté des cartes de visite, programmé des appels de suivi, et ressenti la satisfaction d'être apprécié pour ma véritable expertise. Owen a couru alors que je rangeais mon matériel. « Papa, c'était trop cool. Tu étais comme un professeur ou quelque chose comme ça. » Je lui ai bourriffé les cheveux. J'expliquais juste ce que je fais, mon grand. Eh bien, tu es vraiment bon à ça. Ce soir-là, Amanda m'invita à dîner chez eux. C'était décontracté, confortable, le genre de relation de coparentalité que j'avais autrefois cru impossible. Alors que je partais, Amanda m'accompagna jusqu'à ma voiture. « Jonathan, il y a quelque chose que je voulais te dire. Te voir reconstruire ta vie cette année, la façon dont tu as tout géré avec Owen, le succès que tu as professionnellement, je suis sincèrement heureuse pour toi. » Merci, dis-je. Ça me touche beaucoup. Tom et moi en parlions. Si jamais tu veux te joindre à nous pour les vacances, les dîners de famille, peu importe, tu es le bienvenu. Owen adorerait ça, et honnêtement, nous aussi. Je sentis quelque chose de chaleureux s'installer dans ma poitrine. J'aimerais beaucoup. En rentrant chez moi, je pensais à Gabriella, me demandant brièvement si elle avait trouvé la paix. J'espérais que oui. Pas pour moi, mais parce que porter de l'amertume ne ferait qu'empoisonner sa propre vie. Mon téléphone sonna alors que je me garais. Catherine Thornton, appelant de quelque part en Italie. « Jonathan, comment s'est passée la présentation ?»« Très bien. Plusieurs nouveaux clients intéressés. C'est merveilleux. Écoute, j'organise un petit séminaire d'affaires ici en Toscane au printemps prochain. Des professionnels qui se sont reconstruits après des transitions de vie majeures. Serais-tu intéressé pour y prendre la parole ? » Absolument, dis-je sans hésitation. Après avoir raccroché, je suis resté un moment dans ma voiture, regardant mon immeuble. Des lumières brillaient aux fenêtres, des gens vivant leur vie, allant de l'avant. J'ai pensé à cette fête sur le toit, au fait d'être invisible pendant que ma femme faisait semblant que je n'existais pas, au SMS 7 minutes après mon départ, me demandant où j'étais passé comme si j'étais un inconvénient. Ce moment avait tout détruit, comme le promettait le titre. Mais ce qui l'a détruit, c'était une illusion, et ce qui est né de ces ruines était quelque chose de réel, quelque chose construit sur le respect de soi et des relations honnêtes. Je pris ma mallette et rentrai. Owen venait ce week-end. Nous finirions de peindre sa chambre et irions peut-être voir un match de baseball. L'avenir s'étendait devant moi, plein de possibilités,
et j'y entrai les yeux grands ouverts.